Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est l'émission du vendredi pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité et on s'intéresse ce soir aux souffrances animales. On va revenir évidemment et on verra ces images d'abattage, images barbares qui ont été faites par des images, des vidéos amateurs qui dévoilent eh bien des conditions d'abattage de moutons, de porcs, de volailles qui sont évidemment inadmissibles. On en parlera, des images qui ont suscité l'émoi chez les députés, chez les Français bien sûr, et une commission d'enquête a été créée. Elle a remis ses conclusions cette semaine, 65 propositions, on va les examiner évidemment. On va essayer de savoir quelles sont les pistes sur lesquelles les députés veulent avancer. On parlera aussi de l'abattage rituel, qui est un sujet sensible, où il y a débat. Et puis c'est aussi cette question de l'abattage, des souffrances animales. C'est un débat qui est rentré de plein pied aussi dans la campagne présidentielle, notamment par la voix de Jean-Luc Mélenchon. On en parlera, qui évoque bien sûr les plateaux de télé, dans les meetings, les souffrances animales. Au-delà de l'autre débat que soulève la question de la viande, qui est un débat autour de l'écologie, parce qu'on va évidemment en parler, manger de la viande, manger trop de viande, c'est pas bon évidemment pour l'environnement. On va en parler ce soir. On fait le point tant sur cette commission d'enquête que évidemment sur les pistes que proposent les députés. LCP.fr, vous connaissez l'adresse. Le JDD, notre partenaire. #CVR, ça c'est les tweetos et je les remercie parce que vous êtes très fidèles. Martine Billard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du Parti de gauche en charge des questions d'écologie. Le Parti de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, il en est parti, mais effectivement il est derrière, et il y est toujours, et il évoque toutes ces questions autour des souffrances animales. On en parlera avec vous dans quelques instants. J'ai vu que dans l'idée il y avait un baromètre d'ailleurs des partis politiques les plus impliqués sur ces questions. Alors en tête c'était les écolos, le Parti de gauche, et puis tout en bas, je crois que c'est le MoDem et les socialistes. On reviendra évidemment sur l'implication des hommes politiques sur ce sujet. Brigitte Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des fondatrices de l'association L214. Vous êtes à l'origine de ces vidéos. Et je dirais que c'est vous qui avez mis le feu aux poudres, parce que si cette commission d'enquête a vu le jour, c'est parce que les députés se sont émus de ces images, du traitement qu'on inflige aux animaux. Vous militez contre le fait qu'on ne consomme plus de viande. Vous allez un peu plus loin encore, et on en parlera avec vous dans quelques instants. Dominique Langlois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Interbev. Alors pour le grand public, Interbev, ça veut rien dire, mais c'est une filière gigantesque. C'est 500 000 emplois qui vont des éleveurs jusqu'aux grossistes, jusqu'à ceux qui abattent, évidemment. Vous êtes vous-même chef d'entreprise à la tête d'une société de viande qui exporte, qui vend à la grande distribution, mais aussi aux petits commerçants, aux bouchers du quartier. C'est 2200 salariés dans votre entreprise qui travaillent justement dans cette filière. Merci d'être avec nous. Philippe Comte, alors vous êtes un petit peu particulier parce que vous faites un jeu de mots. Vous êtes le boucher pas comme les autres parce que vous êtes un boucher végétarien. Donc c'est écrit d'ailleurs sur votre enseigne dans cette boucherie qui se trouve du côté de Doménil dans le 12e arrondissement. Et vous faites donc de la viande sans viande. Alors il y a eu pas mal d'articles aussi sur de la viande avec des cellules souches. On essaie d'inventer une autre viande. Vous, c'est de la viande à base de tofu, à base de soja. Bonsoir, pas tout à fait de tofu. Donc, il y a du soja, du froment, des pois chiches, du sel, du sel, des épices, bien entendu. Évidemment pour donner du goût. En effet. Regardez ce sujet parce que tout a démarré avec ces vidéos qui sont venues de votre association L214, des vidéos terribles qui ont ému les Français, qui ont ému évidemment les députés, qui ont décidé de se pencher sur cette question des violences faites aux animaux dans les abattoirs. Et c'est un sujet, vous allez le voir, qui est devenu un sujet de campagne présidentielle. Regardez ce sujet réalisé par François Chevrin. Un scandale national né de cette vidéo mise en ligne en février dernier de l'abattoir du Vigan certifié bio. Son auteur, l'association L214. Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise cette technique, une caméra cachée dans des abattoirs, mais c'est la vidéo de trop. Le débat prend de l'ampleur. En mars, l'Assemblée crée une commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs. Et le sujet s'invite dans l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon en fait même un thème de campagne. Vous ne pouvez pas continuer avec les protéines carnées qui sont un encouragement aux fermes des 1000 vaches avant qu'il y ait les fermes des 10 000 vaches ou les fermes des 100 000 vaches qui se constituent au prix d'un martyr de la population animale qui prépare et endurcit tous les cœurs à l'abomination. Mais ce sont bien les écologistes qui sont en pointe. En janvier déjà, la députée Laurence Abeille invitait l'actrice américaine Pamela Anderson à l'Assemblée. J'appelle les députés français à abolir le gavage des oies et j'appelle le peuple français à ne plus manger de foie gras. Un luxe cruel qui est une source de tant de souffrance et de douleur pour 80 millions d'oiseaux tous les ans. Merci beaucoup. Avec ces vidéos chocs, l'association avait une idée en tête, convaincre les gens de ne plus manger de viande. Il faudra peut-être attendre que l'un des deux grands partis politiques
prennent le relais. Avant de prendre nos invités, je voudrais quand même vous donner la parole parce que tout vient de vous, cette association, cette petite association qui a mis, grâce à Internet, des vidéos en ligne pour montrer les violences que subissent ces animaux. Le grand public ne le sait pas forcément quand il mange une volaille ou une viande. Est-ce que vous avez le sentiment ce soir, à travers cette commission d'enquête, elle a remis ses conclusions, d'avoir gagné ou il reste encore beaucoup de chemin à parcourir? Il reste énormément de chemin à parcourir. Ce qu'il y a de marquant là, c'est qu'effectivement, on commence à réaliser vraiment ce que vivent les animaux, la façon dont ils meurent. C'est un lien qu'on fait pas de façon évidente. Quand on mange de la viande, on a fait élever, on a fait tuer des animaux, et ça s'est pas passé forcément dans des conditions telles qu'elles nous sont décrites dans les publicités. Et voilà, c'est des processus qui nous sont cachés. De quelle façon sont tués les animaux? Voir le sang qui coule, on est tous mal à l'aise avec ça. Beaucoup d'entre nous, on détourne la tête, mais dans une société où, j'allais dire malheureusement, on mange de la viande, on mange des animaux, il me semble normal de savoir de quelle façon ils ont été tués. Et la mise à mort des animaux, c'est toujours, pour les animaux, c'est toujours cruel et violent. Enfin, quelle que soit, pour vous, quelle que soit la manière dont on les tue. Parce alors, que c'est un débat sur la technique, évidemment, la façon. Oui, et quelle que soit la façon dont on les tue, donc il y a avec étourdissement ou sans étourdissement, et même les méthodes d'étourdissement sont des méthodes très violentes, puisque c'est soit perforation du crâne, soit décharge électrique, soit le gaz, et ça n'a rien, enfin on peut le voir sur les images. Oui. Ce qui a choqué les gens, c'est pas que c'était des infractions à la réglementation, ou des actes de cruauté particuliers. Les premières images, il n'y avait pas d'actes de cruauté isolés, c'était structurel. C'est une chaîne de travail. C'est une chaîne de travail, et c'est la façon dont les animaux meurent. On n'a pas l'habitude de voir le couteau se planter dans la gorge, le sang qui coule, les animaux qui reculent, qui fuient, qui essayent d'y échapper. Et depuis très longtemps, d'ailleurs, on cache l'abattage des animaux. C'est quelque chose qu'on a caché depuis très longtemps, historiquement même d'ailleurs. Oui, Martine Billard, vous en pensez quoi du combat que mène l'association L214 ? C'était utile, c'était salvateur de montrer ces images qui ont choqué? Je crois que c'est un peu comme les lanceurs d'alerte, donc c'est toujours utile. Bon, je pense que effectivement, il y a beaucoup de choses à revoir. Alors personnellement, je continue à manger de la viande, même si j'en mange. Oui, j'allais vous poser toute la question. Non, très peu par rapport à ce que j'ai pu en manger. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des histoires de génération. Moi, je suis la génération des enfants sortis de la guerre, si on peut dire. Bon, où il y avait. Il fallait en manger. Il fallait en manger pour être en bonne santé, et comme ça, on n'allait pas chez le médecin. Donc, c'est aussi une croyance de l'époque. Bon, maintenant, on sait qu'on en mange. Si on en mange trop, au contraire, on est malade. Et puis, il y a le problème, effectivement, du bien-être des animaux. Il y a 30 ans, on se posait pas la question, et aujourd'hui, on se la pose, et c'est bien. Et deuxièmement, le problème pour la planète, parce qu'on sait qu'effectivement tout ce qui est viande bovine crée beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et que donc c'est un vrai problème. Il y a beaucoup trop de bovins. Donc il faut revenir, de notre point de vue, il faut revenir à une consommation limitée de viande, de la bonne viande. Donc il faut en finir aussi avec tous les élevages industriels, que ce soit la ferme de vaches, les veaux, les je sais pas combien de poulets, les milliers de poulets, le porc et ainsi de suite. Bon, avoir des conditions d'élevage, que ce soit des conditions d'élevage paysannes, comme on a connu, les vaches dans les champs et ainsi de suite. Parce que si on mange tous très peu de viande, on peut du coup avoir de la bonne viande et ce serait bien meilleur. Bon, et puis respecter effectivement les animaux, c'est-à-dire, faut regarder les expériences. On a eu l'info cette semaine, je crois, en Suède, d'une expérience d'abattoir mobile qui va dans les fermes. Donc c'est le paysan lui-même qui amène ces animaux donc pour être tués, donc avec étourdissement. Bon, je crois il faut vraiment travailler sur tous ces aspects pour que on prenne en compte effectivement la question de la souffrance animale, et qu'on ça se termine pas comme les images qui ont été montrées, qui est un véritable massacre. Je donne la parole Philippe Comte, mais Dominique Langlois, parce que c'est Interbef, c'est une filière, je leur dis, c'est une filière très importante, parce qu'évidemment c'est 500 000 personnes qui sont dans toute une chaîne de travail. Et vous-même, vous avez une entreprise avec dans votre entreprise, de l'abattage. Est-ce que c'est pas derrière le débat que soulève L214 le débat de l'industrialisation de l'abattage? Est-ce que derrière, quand on voit ces salariés, puisque la commission d'enquête a auditionné des salariés pour essayer de comprendre leur psychologie, la façon dont ils abordaient leur métier, mais ils expliquent que ils sont pris au piège d'un rythme de travail effréné, qu'on leur impose des cadences, puisqu'il y a une vraie cadence pour abattre les animaux. Est-ce que c'est pas finalement l'industrialisation de l'abattage de ces animaux? Non, je crois d'abord qu'il faut, sur le problématique du bien-être animal, ramener les choses et repasser le débat. La question du bien-être animal est une question qui n'est pas négociable. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des écarts
de révéler par l'administration et constaté par... Ou dévoilé par vidéo. Dévoilé par vidéo, peu importe les conditions de tournage, l'interprofession et l'ensemble de la filière s'est constitué partie civile. Le bien-être animal n'est pas négociable et il y a des règles. On n'a pas attendu l'enquête, le rapport d'enquête parlementaire. Les chartes de bonne pratique d'élevage... Et les inspections du ministère, parce qu'on les oublie, ils étaient là aussi. Il y a les chartes de bonne pratique d'élevage, il y a les chartes de bonne pratique en abattoir, il y a des responsables protection animale dans les abattoirs, il y a la présence des services vétérinaires, donc il y a déjà tout un dispositif qui existe, qui certes, et les images ont montré qu'il y avait nécessité à renforcer, et nous avons été en tête pour effectivement que le statut de lanceur d'alerte soit réellement créé avec une protection du lanceur d'alerte qui lui permet d'avoir une indépendance vis-à-vis de son employeur. Donc vous soutenez L214 dans sa démarche, si je comprends bien. Oui, son lanceur d'alerte. Le bien-être animal, effectivement, l'acte d'abattage en lui-même, c'est l'acte d'abattage. Par contre, il y a des règles. Les règles doivent être respectées et ceci partout, quelle que soit la taille de l'abattoir. Excusez-moi, je vous repose ma question, mais quand on voit ces abattoirs qui sont des véritables industries de l'abattage, est-ce qu'aujourd'hui des salariés qui commettent des fautes, il y a eu des salariés qui ont commis des gestes, qui ont été filmés, est-ce que c'est de la faute du salarié qui n'a pas respecté une éthique personnelle, ou est-ce que c'est la faute d'une chaîne de production qui le pousse à aller vite et à mal faire son travail? Non, alors, sur le sujet, la réponse est très claire. Vous ne trouverez pas d'entreprise où on donne des ordres à un salarié pour maltraiter les animaux. C'est interdit. Le salarié doit respecter le bien-être animal. Il y a des règles. Les écarts, alors, c'est la responsabilité. Et là, je rentrerai pas dans le débat parce que c'est une question qui va se traiter au niveau judiciaire, puisque il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Les salariés ont été mis à pied, par exemple, dans les affaires où on a vu des vidéos de salariés. Est-ce que ces personnes ont été mises à pied, par exemple? Dans certains cas, oui, et il y a des procédures pénales qui sont en cours, à la fois contre les salariés, contre les dirigeants et les responsables, voire les exploitants des abattoirs. Donc, sur cette question, c'est pas négociable. Il y a des règles qui existent, elles doivent être respectées sous le contrôle des services de l'État, qui sont présents et qui doivent... On va y revenir, parce qu'il y a une proposition de la commission d'enquête avec un vétérinaire présent en permanence. Sur les abattoirs de plus de 50, il n'y a pas de limite à avoir. C'est tout ou rien. C'est de zéro, voilà. Il n'y a pas de limite. On va le voir. Bon, parce que sinon le système ne marchera pas. Philippe Comte, comme ça, en créant votre... Bon, je ne sais pas si on verra d'ailleurs l'image de votre boucherie, c'est la publicité, mais enfin, vous avez 3 salariés, c'est quelque chose comme ça d'initiative très citoyenne, très militante, boucherie végétarienne. Vous avez une 40, 50 clients qui poussent la porte de votre échoppe pour justement acheter de la viande qui n'en est pas. Votre démarche, c'est quoi? C'est une démarche militante? C'est une démarche politique? C'est une démarche engagée? C'est une démarche engagée, c'est une démarche militante, c'est une démarche politique, et c'est une démarche tout simplement humaine et pour l'ensemble de la biosphère. C'est tout ça à la fois. Alors, je voulais revenir sur ce que vient de dire M. Langlois. Alors, c'est bien entendu, c'est sans doute de la faute du lampiste. La Société Générale nous a dit ça pour Kerviel. À chaque fois, il y a une question, nous on savait pas, c'est lui qui a fait ça, on se porte partie civile. D'ailleurs, un procès, on appelle. Moi, je crois réellement que la viande industrielle, qui est née avec un certain mode de production, une certaine société qui est née à Chicago dans les années 1880. Et on peut voir que le Fordisme... Qui est la bourse, une forme on a créé aussi là. On amenait des bovins, on sortait du cornet de bif quasiment dans la même usine. Et c'était, bien avant le Fordisme, le mode de production que nous connaissons actuellement, le mode de production industrielle. Avec la différence, c'est qu'on ne construisait pas, on détruisait. On ne mettait pas des pièces ensemble pour faire une voiture, on arrivait avec un animal vivant et on en sortait. C'était l'inverse. Mais autrement, le même principe de travail posté, le même principe de rentabilité, de travail qui était cadré dans le temps, ou avec un chronomètre, tout ça est né à Chicago. Il faut bien savoir que quand on s'attaque à ce mode de production-là, on est obligé de le prendre à la racine. C'était ma question d'ailleurs. Voilà. Et cette racine, elle est là. Donc oui, c'est quelque chose aussi de militant et de politique. On peut le dire. Donc vous en parlez à vos clients de cette manière, quand vous leur offrez ou leur servez un steak soja. Si on nous pose la question, nous pouvons répondre. Bien entendu, tout le monde. Il y a des gens qui viennent simplement parce que ils ne peuvent plus manger de viande pour des raisons
de cholestérol, par exemple, et je pense à des seniors qui viennent, on a une bonne clientèle senior qui vient parce qu'ils ne peuvent plus manger de viande. Parce qu'ils en ont trop mangé avant. Ils en ont trop mangé avant, peut-être, voilà. Ceci explique cela. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se méfient aussi des antibiotiques. Il y a et puis aussi des gens qui, comme Madame Billard l'a bien expliqué, et Madame Gauthier l'a bien expliqué, qui viennent essentiellement pour des raisons soit de ne plus être complices de la maltraitance animale, ou aussi parce qu'ils ont conscience que la viande est la première des causes d'émissions de gaz à effet de serre, si on prend large dans toute la production. Philippe Conde, regardez les mesures concrètes, parce qu'il y en a 65, alors on s'est pas permis de vous lister les 65, c'est un petit bottin, mais les principales. Le contrôle vidéo, ça c'est important, il faut qu'on en parle, parce qu'il disait que ce serait qu'on filme, évidemment. Juste une dernière... Philippe Conde, je termine et vous prenez la parole juste après. Un agent vétérinaire pour les abattoirs de plus de 50, ça on l'a évoqué. Modernisation du matériel, parce que là aussi c'est une question d'industrie, il faut améliorer la qualité du matériel, et la formation des salariés. Alors ça il faut qu'on en parle, parce que c'est vrai que c'est compliqué, ils expliquent même dans les auditions faites à l'Assemblée que il n'y a pas de plan de carrière, hein. Je veux dire, ils passent du porc à la volaille, mais globalement ils peuvent pas évoluer, c'est compliqué, ils restent toute leur vie dans un espace, et vous allez pouvoir nous répondre. Martine Billard, sur le contrôle vidéo par exemple, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces images volées, qui ont suscité le débat sur la façon dont c'était, mais elles ont suscité le débat, elles ont ouvert le débat. Est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre des caméras, vidéosurveillance, je crois que c'est comme dans la rue? On le prend par la fin, c'est-à-dire que moi, déjà, si on réduit la consommation de viande, on réduit le nombre d'abattoirs nécessaires. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est dans les années 70, la majorité des abattoirs étaient des abattoirs municipaux, ou de regroupement de communes. Aujourd'hui, les 3/4 des abattoirs sont des abattoirs privés et des gros abattoirs. Il y a 3 groupes qui contrôlent la majorité des abattoirs. Ce qui fait que, par exemple, en agriculture bio, en élevage bio, des fois, ils ont beaucoup de mal à trouver un abattoir prêt. Parce qu'il faut arrêter la chaîne et que c'est compliqué de pouvoir... Donc, ce qu'il faut, c'est revenir vers pour les abattoirs qui vont rester nécessaires, puisqu'on va pas, tout le monde va pas devenir totalement vegan. Bon, il faut réduire la taille, revenir à des abattoirs de proximité ou à des abattoirs mobiles. Et donc, dans ce cas-là, la question de la vidéo se pose peu, ou alors, elle peut se poser dans les petits abattoirs. Bon, le problème de la vidéo, moi, j'avoue que j'ai pas travaillé sur cette vidéo-là, mais ce type de vidéo, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde la vidéo, sinon, voilà, c'est inutile. Alors, je rappelle au passage qu'effectivement, il y a le problème des salariés. Ah oui, le droit à l'image. Mais je rappelle que dans une entreprise, c'est le chef d'entreprise qui est responsable de ce qui se passe dans l'entreprise, c'est pas le salarié. Si le salarié commet une faute, si vous prenez une autre industrie que l'industrie de la viande, c'est le salarié... le responsable légal, voilà, je n'ai pas dit le contraire tout à l'heure. Non, si, je sais pas, s'il balance, excusez-moi l'expression, les pièces comme ça d'un bout à l'autre de l'atelier, le chef d'atelier viendra lui dire c'est une faute mise à pied. Bon, donc il n'y a pas de raison que il y ait un autre traitement au niveau de ce qui est des abattoirs. Donc c'est le responsable de l'entreprise qui est responsable de ce qui se passe. Alors le salarié pourrait ne pas fonctionner comme ça, mais c'est au responsable de l'entreprise de dire au salarié qu'il doit travailler autrement. Brigitte Gauthier, sur la vidéosurveillance, écoutez Olivier Falorni, c'est le président de la commission d'enquête, puis on va vous entendre après, parce que ça vous concerne vous directement en tant que président de la filière, parce que vous avez dû en parler, et puis aussi en tant que chef d'entreprise, parce que ça peut vous concerner très directement. Écoutez Olivier Falorni, justement sur cette question de la vidéosurveillance. Le contrôle vidéo est un outil de prévention, un outil de contrôle et un outil de formation. Donc, il doit y avoir un cadre légal très clair avec un principe de finalité. La finalité, c'est le bien-être animal et éventuellement la formation des salariés. Alors, il évoque 2 choses et on va d'ailleurs y revenir. La formation, j'y tiens beaucoup, mais sur la vidéosurveillance, sous quelle forme les choses pourraient être prises, c'est-à-dire très concrètement une webcam en temps réel, ce qui fait que voilà le salarié en permanence est filmé. Comment vous envisagez les choses, vous qui avez produit ces vidéos sauvages? Pour nous, déjà il y a des questions qui n'ont pas été posées auparavant. Là, on a des mesures un petit peu concrètes, mais on peut regretter que la commission d'enquête, elle se soit un peu censurée sur d'autres mesures, parce que là, on est en train de mettre juste des sparadraps sur des hectolitres de sang qui s'écoulent. Votre combat est plus large, vous dites, il faut arrêter de tuer des bêtes. Notre combat est plus large, mais même... Soyons clairs. Notre combat est plus large. Effectivement, on aurait aimé qu'il y ait des questions sur pourquoi on tue les animaux encore aujourd'hui. Est-ce que c'est nécessaire? Et ça aurait pu permettre de réfléchir autrement au problème des conditions d'abattage des animaux. On n'ose pas se poser la question de la nécessité. Aujourd'hui, on a des connaissances nutritionnelles qu'on n'avait pas avant. On sait qu'on peut se passer complètement de produits d'origine animale et vivre en bonne santé. Ça, on peut regretter que ces questions n'aient pas été posées. Et effectivement, c'est les questions que nous souhaitons poser, qu'on souhaite porter. Elle ne va pas assez loin, évidemment, à vos yeux. Alors, la vidéosurveillance de Dominique Langlois. Pour ou contre? Avant de répondre sur cette question de vidéo,
je crois que là, il faut poser vraiment le débat. C'est-à-dire que si le bien-être... Une société sans viande. Si le bien-être animal est un moyen de combat pour, effectivement, qu'il n'y ait plus de viande, il faut l'afficher, il faut le dire. Mais je crois que L214 le dit. Moi, nous n'avons pas de difficulté. On peut être végétarien, c'est un droit, c'est la liberté de chaque individu. Par contre, si effectivement c'est l'objectif, le bien-être animal ne doit pas être le moyen d'y arriver. Il faut l'afficher très clairement. On est anti-viande. Bon, sur la vidéo, les éleveurs sont, parce que les éleveurs qui élèvent leurs bêtes, alors certains sont en bio, sont pas en bio, mais voilà, ont un attachement à leurs animaux, ils aimeraient eux aussi pouvoir voir ce qui se passe une fois que la porte est fermée des abattoirs. Alors, ils sont favorables aux éleveurs. Je vous rappellerai que la réglementation autorise tous les éleveurs à venir assister à l'abattage, à voir leurs animaux abattus et voir leur viennent carcasse. Ou pas? Certains viennent, très peu, mais ils peuvent venir. C'est la loi, c'est obligatoire. On ne peut pas refuser à un éleveur de venir voir son animal et voir la carcasse à la peser. Donc là-dessus, la porte elle est ouverte. Bon. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur la vidéo. Oui, la vidéo, parce que quand même, ça évitera les vidéos sauvages. Vous avez condamné ces vidéos. Il faut retenir ce qu'a dit le président de la commission, qui est très clair et très important. Il y a deux façons d'appréhender la vidéo. Premier volet, qui est la vidéo formation. Effectivement, d'avoir une vidéo qui soit un outil de formation où on montre les bonnes pratiques, peut-être un outil pédagogique qui soit en complément des formations. On y reviendra parce que quand on parle qu'il n'y a pas de formation, je pense qu'on pourra dire beaucoup de choses. Ça peut être un outil complémentaire à la formation. Quant à la vidéo en permanence, pourquoi pas? Il n'y a pas d'opposition de principe. Elle a plusieurs conditions. La première, c'est qu'effectivement, on règle le problème du droit des personnes, puisqu'on va filmer des personnes. Donc, à minima, il faut que ce problème soit réglé. Deuxièmement, qu'on règle le problème du droit d'accès à la vidéo. Qui a accès à la vidéo? C'est toujours très compliqué, l'accès aux images. Qui a accès à la vidéo? C'est très compliqué. Qu'elle ne soit pas détournée à d'autres fins que de contrôler que les gestes... Et qui contrôle? Qui contrôle? Oui. Donc, effectivement, pas d'opposition de principe. Belle idée sur le papier, compliqué à mettre en place. Notre position, c'est de dire, pas d'opposition, passons par une phase d'expérimentation, pour voir la faisabilité, pour voir le coût, parce que ça coûte aussi de l'argent. Qui paiera l'installation? Que ce soit également dans tous les abattoirs, parce qu'on ne vienne pas nous opposer non plus le fait que, parce que c'est une structure qui est une petite structure, on ne peut pas faire. Vous répondez à Martine Billard. C'est tout ou rien. C'est dans tous les abattoirs ou pas. Mais ce que voulait dire Martine Billard, excusez-moi de revenir sur le sujet, c'est que quand on a un mode paysan d'abattage, on n'est pas dans une forme d'industrialisation de l'abattage. Ça change rien. Là, vous rejoignez. Ça change rien. D'accord. Là, je rejoins Madame la Présidente. Ça ne change rien. Dès lors qu'on considère qu'il peut y avoir dérives, et vous avez, les films ont montré qu'il y a eu des dérives, et il n'y a pas de lampiste. Ils vous ont aidé, le 114, il n'y a pas de lampiste. Ils vous ont aidé à prendre conscience qu'il y avait des failles, des constamment, je vous rappellerai que constamment, notre rôle, c'est de rappeler aux fédérations et à leurs adhérents de respecter les règles. Les règles sont écrites, elles sont connues, donc de les respecter. Les entreprises, la présomption d'innocence existe en France. Donc tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, on ne peut pas se prononcer. Les images Par contre, il est clair que les images parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes. On verra la justice et les suites qu'elles donneront, mais il n'y a pas à distinguer entre petit, moyen ou gros. C'est tout le monde. Tout le monde. Bon, là au moins, il n'y a pas à discuter. Après, effectivement. Je vous entends, excusez-moi, sur la formation. Excusez-moi, c'est un point important. Moi, j'aimerais revenir sur la vidéo. Parce que justement, pour clore ce volet. Qui a accès aux images? Alors, on nous parle de bien-être animal. Déjà, je voudrais souligner que c'est un petit peu un oxymore de parler de bien-être animal dans un abattoir. Il faut quand même ramener les choses à leur juste place. Ils sont en train de mourir, ils sont terrorisés. Les méthodes d'étourdissement, c'est pas juste « je suis étourdi », c'est quand même des méthodes qui sont très violentes pour les animaux. Et voilà, donc déjà un premier point. Sur les caméras, ça a déjà été fait dans d'autres pays, de poser des caméras où les vidéos allaient à la direction et au service vétérinaire, au service de contrôle. Et des associations ont eu des images qui sont sorties de ces abattoirs-là, une autre caméra posée au-dessus de celle de surveillance, et ont révélé de nouveau des infractions à la réglementation. Ça a été le cas en Angleterre. Ça a été le cas aussi dans les pays. Expliquez-moi, c'est qu'on a mis une première caméra officielle venant des autorités, puis une deuxième avait été mise. Il y en a eu une deuxième. Voilà. Et ils se sont aperçus que la deuxième révélait des images. Ils se sont aperçus pour le cas de l'exportation de l'Australie, les caméras étaient débranchées, en fait, elles n'étaient pas utilisées, etc. Donc il y a des limites aussi à ça, et c'est pour ça que pour nous, la transparence, ça veut dire que tout le monde a accès aux images, c'est-à-dire même pas que les ONG. Le citoyen
Aujourd'hui, tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande à quelques exceptions près, que chacun puisse. Faut avoir envie en même temps. Il faut quand même être très motivé. Faut quand même être très motivé, mais du coup aujourd'hui, ces images elles sont pas à disposition. Ou alors il faut que ça passe par le canal d'ONG. Quand on regarde les reportages qui ont été faits suite aux images qu'on a montrées, où des journalistes sont entrés dans les abattoirs, comme par hasard, l'étape de la mise à mort, elle était sautée. C'est-à-dire que ces images, elles sont absolument tabous dans notre société. C'est un sujet tabou, je l'évoquais tout à l'heure sur le plan historique. On veut manger de la viande, mais on ne veut pas assumer le fait de faire tuer des animaux et de les voir souffrir au moment de leur mise à mort. Excusez-moi Philippe Comte, alors vous, je le redis, vous êtes un boucher vegan, donc mais il y a un tabou. Végétarien, nous avons aussi bien des produits végétariens que des produits véganes. Je ne fais pas que du vegan. Il y a les ethnologues, les sociologues évoquent effectivement ce rapport à l'histoire, au fait qu'on cache la mort de l'animal. Vous êtes végétarien pour les raisons qu'évoque Brigitte Gauthier, parce que c'est pas bon pour l'écologie. Quel était votre premier réflexe en disant je mange plus de viande? Alors il y a 2 ans, avec mon associée Isabelle, nous sommes allés aux Pays-Bas et elle était végétarienne et moi j'étais omnivore, tendance même viandard. Viandard, c'est ça. Et on avait déjà quelques discussions épiques à ce sujet, et c'est lorsque nous avons découvert la possibilité qui existait aux Pays-Bas, qui n'existait pas en France à cette époque, d'avoir des substituts de viande ayant le goût, la consistance, il faut le dire, ça récolte de la viande, absolument. Eh bien, à ce moment, j'ai dit que j'en mangerais moins, que je mangerais cela. Alors, bien sûr, il fallait déjà l'amener en France, c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, j'ai quasiment éliminer totalement la viande. Je mange encore de la viande quand je suis invité chez des gens qui ne sont pas au courant, et par politesse, je ne la refuse pas. Après, j'ai un petit discours de dire que justement, avant j'en mangeais, j'en mange moins. Je ne suis pas à dire je refuse, mais en tout cas, pas sectaire. Vous continuez. Non, je sais pas le mot que j'emploierais. J'essaie de convaincre. C'est pas une question de. Et le premier argument à ce dîner, vous leur dites quoi? C'est pas bon pour l'écologie, c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon. Les 3 arguments y passent, c'est-à-dire que, bien entendu, avant tout, aujourd'hui, pendant la COP 21, on parlait beaucoup plus, en effet, par exemple, des gaz à effet de serre. Là, actuellement, je pense que l'opinion, grâce au magnifique travail d'L 214, est aujourd'hui alertée par, en effet, ces conditions. Vraiment, la transparence rend cela abominable. Et je pense que beaucoup de gens réduisent, comme Madame Billard, ou suppriment, comme Madame Gauthier, leur consommation de produits carnés. Et c'est une tendance lourde qui existe aux États-Unis, qui existe dans le nord de l'Europe. Dans les pays développés, très développés. Qui ont aussi... Qui s'éloignent. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui, je pense, est peut-être l'une des meilleures évolutions aujourd'hui. Il faut quand même rappeler Dominique Langlois, la production, la consommation a baissé, vous qui êtes en... La consommation, oui, a baissé, mais il faut rappeler quand même qu'en moyenne, la consommation est de 500 grammes par semaine, ce qui est bien en dessous des recommandations des professionnels de la santé. Donc nous sommes en dessous du maximum qui est considéré comme excessif. Donc 500 grammes en moyenne. Effectivement, la consommation a baissé pour d'autres raisons aussi, mais je pense que c'est pas... Elle n'est pas liée uniquement à elle n'est pas liée à ça. De viande. C'est quoi? C'est lié au prix? C'est pourquoi la consommation baisse? Il y a une évolution. Il y a aussi sur les antibiotiques dans une évolution du mode de consommation. Il y a les scandales. J'entends scandales. Les antibiotiques, les modes d'élevage. Les modes d'élevage. Nous avons en France, quand on parle d'élevage industriel. Les 1000 vaches, quoi. C'est un débat qui est lancé. Nous nous battons avec le ministre du Commerce extérieur pour que l'accord sur le libre-échange avec les États-Unis ne se fasse pas, avec l'accord sur le Canada ne soit pas ratifié, avec le Brésil, Mercosur ne soit pas ratifié. Quand on parle d'élevage industriel gigantesque, oui, il y a pire ailleurs, ce que vous 10 000, 20 000, 30 000. Trouvez-moi un élevage en France de 10 000, 20 000, 30 000, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, relativisons les choses par rapport à ce qui est effectivement de l'industriel et avec non-contrôle sanitaire, avec l'utilisation d'hormones ou d'activateurs de croissance. La traçabilité de la viande aujourd'hui, c'est une réalité. Viande de France, née, élevée, abattue, transformée, est aujourd'hui citée par les consommateurs comme le 2e signe officiel de qualité après le label rouge, après 2 ans d'existence. Ce qui est une belle preuve quand même qu'on arrive à rassurer le consommateur avec quelques artifices finalement, puisque en France, on a aussi nos élevages où les animaux sont gardés... Donc on a parlé des 1000 vaches, il y a ce projet des 1000 veaux que vous connaissez bien.
Il y a les 30 000 porcs ailleurs. Enfin, le système, par exemple, si on prend l'exemple des porcs, 95% aujourd'hui des cochons sont dans des élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur, qui sont élevés sur caillebotis. Enfin, on essaye toujours de rassurer le consommateur, de lui faire penser que non, en France, on a vraiment une culture très différente, etc. Ils sont élevés dans la plaine, dans la prairie. C'est absolument pas vrai. On peut pas comparer l'élevage français aux élevages mais moi, je ne compare pas. Je regarde juste ce qui se passe ici aujourd'hui, et ce qui se passe ici aujourd'hui pour les animaux, c'est quand même terrible, et on n'ose pas lancer le débat, on n'ose pas se poser la question. On mange de la viande depuis qu'on est tout petit, moi comprise, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 20 ans, avant de me poser la question, avant de faire un pas de côté et de me poser la question, mais pourquoi ? Est-ce que c'est nécessaire ? Et à partir du moment où c'est pas nécessaire, ça nous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, ça nous fait vraiment ressentir à quel point les animaux sont différents de nous, mais quand même il y a des similitudes, ils ont leur propre langage, leur propre culture, et combien on est passé à côté d'eux. Et c'est vrai que c'est une évolution. C'est Laurent Geoffrin qui signe justement un édito dans Libération. Dans la double page, vous voyez le baromètre politique. Voilà, et il dit, c'est le progrès, quoi, d'essayer de transformer notre modèle alimentaire. Qui transformera évidemment notre modèle agricole. Il y a la souffrance et il y a l'écologie. Alors il y a l'éthique, effectivement, oui, l'éthique animale. Alors il y a la souffrance, mais il y a aussi la question de l'appropriation des animaux, etc. On n'a pas trop le temps de développer ici. Mais il y a l'écologie, on parle de l'antibiorésistance, mais l'antibiorésistance, on est devant un vaste problème qui nous arrive. Et puis l'élevage, c'est aussi, c'est pas jeter la pierre aux professionnels aujourd'hui. Qui aussi sont pris au piège avec des prix qui baissent, avec des prix qui baissent, etc. On voit les manifestations des gens qui sont absolument malheureux eux aussi. En fait, la misère humaine et la misère animale sont quand même relativement liées. Il faut qu'on change de modèle, il faut qu'on change de modèle tous ensemble. Et voilà, enfin, c'est une évolution. On va parler de l'abattage rituel là dans quelques instants, mais Martine Billard sur le volet politique, c'est que cette interview, enfin cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon, alors il a été beaucoup tweeté sur son goût pour le quinoa, mais il en a parlé, enfin quelque part c'est quelque chose d'assumé. Il est en meeting, on le voit régulièrement en télévision, il parle des souffrances animales, il parle d'une manière différente d'utiliser la terre, de tuer les animaux. C'est un débat éminemment politique, parce que c'est vrai qu'il y a une question autour de l'industrie agroalimentaire et de la qualité. On n'en a pas parlé du tout, mais il y a eu un débat sur les rapports, je crois, de l'OMS qui évoquaient les dangers de manger trop de charcuterie. Il y a aussi une question sur la qualité. Il y a ceux qui ne mangent plus de viande, et puis il y a ceux qui, comme vous, mangez de la bonne viande. Donc ça pose la question de la qualité de ce qu'on a dans l'assiette. Je crois que c'est un débat de société finalement. Et donc fondamental. C'est absolument, c'est pour ça que c'est effectivement fondamental. C'est une société où effectivement c'est pas l'homme qui domine tout, la nature, les animaux, tout, parce que c'est comme ça qu'on a conçu quand même les rapports être humain planète pendant très longtemps. Bon, aujourd'hui on se rend compte que on est dans la planète finalement, donc il faut qu'on conçoive une société où on conçoit une société globale, où tous les êtres présents sur la planète au sens large peuvent survivre, parce que la planète, on dit toujours, la planète elle peut continuer à vivre pendant très longtemps. Et on n'en a qu'une. La preuve, c'est qu'il n'y a qu'une planète où il y a la vie humaine, mais il y a d'autres planètes, donc on peut continuer. Bon, donc ça c'est pour ça que c'est un modèle de société absolument fondamental. Et puis c'est à la fois donc écologique, c'est à la fois sur les rapports aux animaux, et c'est aussi une question d'inégalité. Non seulement dans chaque pays une inégalité sociale, mais une inégalité au niveau de la planète, parce que c'est vrai que nous on est un pays riche, même s'il y a beaucoup d'inégalités. On fait partie des pays riches. Beaucoup de pauvres en France, mais vous imaginez bien que dans beaucoup de pays du Sud, la question de la viande ne se pose pas, parce que de toute façon, il y a une toute petite minorité, 1% de la population. Ce qui était le cas d'ailleurs au 19e en France. C'est la viande, donc je crois que c'est tout ça qu'il faut reposer. La viande était destinée aux riches, il y a un siècle. On mangeait pas de viande dans les familles pauvres. On dit les pays émergents mangent de plus en plus de viande, etc. On parle de la Chine notamment. On parle de la Chine. Et la Chine, elle est à peu près à la moitié de consommation par rapport à, enfin si on prend chaque Français, elle est encore qu'à la moitié par tête de pipe de consommation. Et le gouvernement chinois vient de dire « Ouh là là, mais il faut qu'on réduise de moitié notre consommation ». En France, il y a encore aucun... Ce matin, Dominique Langlois. Ce matin, la Chine fait marche arrière. Ce matin, l'AFP a annoncé que la Chine venait de lever l'embargo sur la viande américaine, qui était interdite depuis 13 ans. Oui, mais ils sont en train de dire il faut qu'on réduise notre consommation personnelle par 2. La Chine cherche aujourd'hui, aujourd'hui nous vendons de la viande en Chine, du porc. Le bœuf, aujourd'hui nous sommes en train de discuter, de négocier pour ouvrir le marché chinois. Ça, c'est pas normal. La Chine recherche de la viande de qualité. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont le premier pays exportateur, l'Inde. C'est l'Inde. Où au niveau sanitaire, au niveau de la traçabilité, il n'y a rien. Ces pays, la Chine cherche
des productions, et la France, en particulier l'Europe, mais la France est reconnue pour ses qualités de traçabilité au niveau sanitaire. Nous avons vécu des périodes où nous avons été coupés des marchés extérieurs à cause des crises que nous avons connues. Aujourd'hui, nous avons pratiquement ouvert tous les pays, sauf la Chine. Alors, ça veut dire que la viande de France est reconnue comme une viande de qualité. Oui, c'est assez rigolo. On est à front renversé sur ce plateau parce que. Non, mais c'est assez rigolo parce que. Un dernier mot, puis je vous reparle de l'abattage rituel. Les producteurs râlent quand il y a des viandes qui viennent de l'étranger. Oui. Et par contre, pour l'exportation, là, on dit rien, on est super d'accord et on y va à fond. pas les mêmes viandes. Ah bah c'est pas les mêmes. Mais enfin, bon, voilà. Tout petit dernier mot, faut faire attention, c'est que l'augmentation de la consommation de viande à l'échelle planétaire, ça veut dire augmentation de la déforestation, parce que c'est les cultures OGM de soja pour nourrir les animaux et ainsi de suite. Donc ça, c'est plus de maïs, totalement plus d'eau, dramatique. Et l'eau aussi, il faut absolument, il faut diminuer. Il faut. Dominique Langlois, l'abattage rituel, c'est aussi un sujet qui a été évoqué sérieusement lors de la commission d'enquête. Alors ça, c'est un sujet évidemment qui touche aux questions de laïcité aussi. Donc là, vous allez le voir, là aussi, la souffrance animale est présente. J'indique que L214 a mis sur son site une nouvelle vidéo, justement, dans le cadre de cet abattage rituel qui se pratique dans des abattoirs, mais selon un rite. Regardez ce sujet de François Chevret, parce qu'il y a tout un débat que soulève l'Assemblée nationale et les députés, avec la mise en place même d'un comité d'éthique pour essayer de réfléchir et d'avancer sur ces questions. Regardez son sujet, on en débat juste après. C'est un sujet incontournable dans la question du bien-être animal, l'abattage rituel. Faut-il ou non rendre obligatoire l'étourdissement des bêtes lorsqu'elles sont abattues selon les préceptes religieux? Dans le rapport de la commission d'enquête sur les abattoirs, aucune réponse ferme. Les députés proposent deux solutions. Étourdir l'animal de façon réversible pour ne pas tomber dans l'interdiction religieuse de consommer de la charogne, ou étourdir l'animal tout de suite après la saignée. Le rapport propose d'inscrire ces possibilités dans le code rural. Ensuite, un comité d'éthique devra trancher en accord avec les représentants des cultes juifs et musulmans. Martine Billard, vous en pensez quoi, cette question de l'abattage rituel? C'est-à-dire que là, évidemment, on parle de l'industrie des abattoirs pris au piège de décadence, mais là, on est sur un autre sujet. On est sur un sujet rituel depuis la nuit des temps. Ces bêtes sont abattues de cette manière. Est-ce qu'on peut trouver un compromis? Et là, est-ce qu'on touche évidemment là du doigt à la laïcité, à ces questions? Vous savez, il y a plein de choses qui existaient dans la nuit des temps et défendues par les religions, et heureusement, on a avancé. Donc, à un moment donné, et d'ailleurs, de ce que j'ai lu, en Indonésie, en Jordanie, y compris, je crois, maintenant en Égypte, en Malaisie, on accepte l'étourdissement, alors réversible. Je ne sais pas si c'est effectivement la solution, mais si ça reste. C'est un concept compliqué, le réversible. C'est-à-dire qu'en fait, les abattages avec des charges électriques, le gaz, ce sont des procédures réversibles et réversible, ça veut dire que l'animal peut continuer, reprendre conscience. Bon, mais en tous les cas, je pense qu'il faut avancer. On peut pas, au nom d'une religion. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que, Éric Zemmour n'est pas sur le plateau. Non, ça, je vous confirme, il n'est pas là. Donc, il n'est pas obligatoirement nécessaire de tout ramener encore à l'islam, aux musulmans. C'est la religion juive, la religion musulmane. Qui serait terrible, etc. Donc, le principe est que tous les modes d'abattage sont abominables. Alors, certains vont plus l'être que d'autres, peut-être. Celui-ci particulièrement, parce que la bête est tuée avant d'être étourdie. Mais au bout du compte, j'ai peur que ce soit après un débat. Un coin qu'on enfoncerait. Voilà, pour pouvoir dire c'est seulement ce type d'abattage-là stigmatisant une religion, en effet, et en même temps qui puisse dévier le débat de l'ensemble du problème. C'est souvent comme ça en politique. D'ailleurs. Et là, sur cette question, j'ai peur qu'on arrive aussi à ce type de concentrer le problème sur une partie seulement, en l'occurrence de la population. Oui, d'accord. Vous globalisez sur le fait qu'on souffre de la même manière, mais c'est quand même plus barbare. Vous en pensez quoi? Parce que les abattoirs sont souvent embarrassés. Il y a eu des polémiques, des livres même qui sont sortis sur... des livres en disant finalement, quand on lance une chaîne et qu'on abat sur la technique rituelle du halal, et on enchaîne derrière et finalement on tue de la même manière tous les autres animaux qui ne sont pas forcément vendus avec l'étiquette halal. Ça c'était une élucubration du journaliste qui avait écrit ça. Enfin, ça avait été un livre écrit. Oui. Sur l'abattage rituel, je crois qu'il faut rappeler que nous sommes dans le cadre d'une dérogation qui est délivrée au titre des dispositions communautaires, sous le contrôle de l'État. Les dispositions ont été renforcées en décembre 2011 par le ministre de l'époque, Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il renforce? Qui impose, premièrement, de déclarer en préfecture le fait de faire de l'abattage rituel. Deuxièmement, que les sacrificateurs aient une carte d'accréditation. Troisièmement, qu'ils aient une formation.
Et que donc ils viennent dans les abattoirs. Et que l'on tienne dans les abattoirs un registre qui montre l'adéquation entre les commandes et l'abattage. Ce registre est à la disposition permanente des services de l'État, en l'occurrence les services vétérinaires qui contrôlent les abattoirs. De manière à avoir une adéquation entre les animaux qui rentrent et ceux qui sortent. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, ce débat va revenir dans le débat politique, puisque c'est ce qui est votre Philippe Comte, bien sûr. Électorale forte. Bah, oui. Donc, aujourd'hui, il y a une chose qui est très claire. La position de l'interprofession, nous l'avons pris il y a 15 jours, elle est claire. Nous ne sommes pas opposés à une évolution du mode d'abattage rituel. Absolument pas. Donc, avec un étourdissement préalable. À la double condition que l'État modifie les règles et que les cultes l'acceptent. Oui, c'est ça. Deux paramètres essentiels. Bah, c'est évident. Aujourd'hui... Vous adapterez, c'est ce que vous dites. Nous, on n'a pas à choisir si on évolue et que effectivement la réglementation évolue dans un sens sauf que les cultes... et que les cultes évoluent. Alors, pour certains, les choses peuvent évoluer peut-être plus facilement que pour d'autres. Mais la réalité aujourd'hui, elle est là. Par contre, il faut rappeler quand même que ça se fait dans un cadre qui est réglementairement très strict et encadré, contrôlable et contrôlé. Quant à la formation, parce que il appartient également aussi au service de contrôler que la formation. Ce sont vos salariés des abattoirs qui pratiquent. Non, ça peut être ça peut être nos salariés, ça peut être aussi des sacrificateurs qui sont délégués par les mosquées. Et qui viennent dans votre abattoir. Pratiquer à la condition qu'ils aient l'accréditation, carte de sacrificateur. Donc ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Voilà. Mais par contre, ils doivent avoir la formation. Nouvelle vidéo qu'on peut voir sur votre site. Alors évidemment, elle est terrible parce que là, il n'y a pas d'étourdissement. L'animal est vivant et donc. Non, mais il y a des autres vidéos avec étourdissement qui sont terribles aussi. Qui sont aussi terribles. Pourquoi avoir voulu montrer cette vidéo et de lancer une pétition d'ailleurs sur cette question? En fait, si on avait eu la possibilité, on aurait bien lancé plusieurs vidéos, puisqu'on a soulevé, notamment auprès de la commission d'enquête, on essaye de faire évoluer en fonction d'un consensus scientifique et vétérinaire. Sur les consensus scientifiques et vétérinaires, on a 2 points aujourd'hui qui sont reconnus comme étant problématiques. C'est l'abattage sans étourdissement, qui d'après la Fédération des vétérinaires européens, d'après l'EFSA, d'après le Conseil national de l'ordre des vétérinaires français, et l'abattage sans étourdissement inacceptable en toutes circonstances. En toutes circonstances. En toutes circonstances, parce que c'est des souffrances accrues pour les animaux. Donc il y a consensus là-dessus. Et puis il y a l'autre qui est l'abattage avec le CO2 au gaz pour notamment les cochons, comme on l'a montré dans l'abattoir d'Alès, où les cochons se jettent dans tous les sens parce que le CO2 c'est un gaz qui est aversif en plus, c'est-à-dire c'est comme si vous noyez, et en plus avec un liquide qui vous brûle. Donc on a soulevé ces 2 points comme étant des points où ça peut progresser, puisque l'abattage au CO2, il est dans le préambule du règlement de 2009 en disant économiquement ça coince, donc on sait que pour les animaux, donc il y a les vétérinaires terrible, qui accréditent en tout donc cas. Il y a les deux. Souffrance accrue. Souffrance accrue dans ces 2 cas, donc, par exemple. Qu'est-ce que vous demandez vous Alors donc nous là on soulève, puisque on a les images d'abattage sans étourdissement. Là c'était à l'occasion de l'Aïd, mais on en a d'autres avant. Il y en avait sur Alès, il y en avait sur d'autres abattoirs qu'on a montrés. On demande l'interdiction de la dérogation, sachant que en France, il y a déjà des abattoirs qui pratiquent l'étourdissement avant la saignée pour des abattages religieux. Et d'autre part, on disait ça correspond à la commande, etc. Il faut savoir qu'un certain nombre, aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité sur le mode d'abattage. C'est-à-dire que quand vous achetez de la viande, si vous mangez de la viande, quand vous achetez de la viande, vous ne savez pas si l'animal le morceau d'animal que vous êtes en train d'acheter, l'animal a été étourdi ou n'a pas été étourdi. Et ça, vous souhaitez un étiquetage. Merci de venir nous éclairer sur ce sujet. On traitera de ce sujet régulièrement parce que le comité d'éthique va se mettre en place et il y aura un débat autour sur le comité d'éthique, juste de... Oui, 10 secondes parce que l'émission est terminée. Le comité d'éthique, on le salue puisque nous sommes dans une démarche de création d'une charte éthique au niveau de l'interprofession. Donc l'interprofession sera membre du comité d'éthique de fait. Mais les comités d'éthique, c'est aussi fait juste pour rassurer le consommateur. Merci. Ça sert pas. Brigitte Gauthier, L214. Sur le site, vous pouvez voir cette vidéo, la dernière, et puis il y a une pétition. Si vous voulez jeter un œil, si vous êtes intéressé, c'est facile. Allez sur le site internet. Merci à Philippe Comte. Vous êtes un peu un boucher, pas comme les autres, 12e arrondissement. Place de Ligre, pour être précis. On livre partout en France. Partout en France et dans le monde. De fait, évidemment. Martine Billard, merci. Vous êtes secrétaire générale du Parti de gauche
en charge des questions d'écologie, est déjà engagé dans cette campagne présidentielle, non pas des primaires, hein, évidemment, campagne présidentielle. Et merci à Dominique Langlois d'Interbev, la filière, on l'a entendu, des éleveurs jusqu'à ceux qui abattent, évidemment, et évidemment ceux qui vendent. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui m'aident à préparer l'émission toute la semaine. Je les remercie, ils sont très nombreuses. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. On parlera de Calais, des migrants, parce qu'évidemment tous les candidats ou présidents, eh bien, sont à Calais pour tenter de trouver une solution. Bonne soirée, bon week-end, à bientôt.